Alors, nous suivons et nous achevons cette revue rapide d'une poésie en forme de confession dérisoire et amère, dans laquelle le poète ne cesse de s'abaisser, de s'humilier avant que les autres ne l'abaissent. Et nous l'avons suivi à travers les poètes lépreux d'Arras. Nous avons dit qu'elle se continuait finalement Cohen n'avait pas tort, jusqu'au poète maudit. Mais avant de sauter de Rudebeuf à Jean Rictus ou à Léo Ferré, il y a tout de même des intermédiaires, et il y en a un que nous ne pouvons pas sauter ou passer, c'est Eustache Deschamps. Donc c'est la seconde moitié. Rudebeuf, c'est les années 1260-1270, son activité. Eustache Deschamps, la deuxième moitié du XIVe siècle. Il est né en 1346, donc l'année de la bataille de Crécy, et il est mort en 1406 ou 7. Et alors, Eustache Deschamps est une figure particulière qui longtemps a été considérée avec un certain détachement, une certaine condescendance, et c'est un poète qui maintenant intéresse beaucoup, et sur lequel il y a beaucoup de travaux. C'est quelqu'un qui est né dans un milieu propre à l'humiliation, pas noble, proche de la petite noblesse, donc pouvant fréquenter les grands sans en être. Donc il est né en Champagne, à Vertus, il en parle sans cesse. Eustache Deschamps, dit Morel, le Noiraud, nous trouverons des allusions à ce trait physique dans sa poésie. Et il étudie à Reims, où il se lie avec Guillaume de Machaut. Il composera une ballade célèbre déplorant la mort Machaut, le noble rhétorique. Puis il étudie le droit à l'université d'Orléans. Et il entre comme chevaucheur au service du roi Charles V. Et il fait une carrière d'officier civil, d'officier de cour assez modeste auprès de Louis d'Orléans, le jeune frère de Charles VI, puis auprès de son frère, le roi Charles VI, puis il essaye d'obtenir l'appui des ducs, du duc de Berry, du duc de Bourgogne, du duc de Bourbon, des beaux-oncles. Et il finit par obtenir le poste de bailli de Senlis, qui sera le modeste couronnement de sa carrière. Et Deschamps a laissé une œuvre poétique extrêmement importante, enfin très abondante, et réunie pour l'essentiel dans un seul manuscrit très important, plus de 80 000 vers, plus de 1500 pièces, des ballades, des rondeaux, des virelais, des chants royaux, des laits, des dits, un art poétique, l'art de dicter et de faire chanson, etc. Et c'est une poésie, donc une œuvre très abondante, faite de pièces courtes, et c'est une poésie de cours et une poésie de circonstances dans tous les sens du terme. Une poésie qui reflète les choses de la vie, les incidents et les événements qui marquent sa propre vie. Il doit faire un voyage en Bohème, on mange mal, on dort mal, on boit mal, etc. Enfin bon, il est malade, il lui arrive ceci, cela. Bon. Et puis une expédition à Calais, il manque être pris. Bon. Ses réflexions morales et politiques. Et ce qui fait son originalité à nos yeux, c'est son ton caustique, ses saillies, sa verve. Mais il était considéré en son temps comme un moraliste, qu'il est aussi. Et le vieux et pas très drôle Philippe de Mézières conseille sa lecture au roi Charles VI. Et c'est sa vision politique qui a retenu tout récemment l'attention de Thierry Lassabattaire dans un excellent livre qui a tiré de sa thèse « La cité des hommes », Eustache Deschamps, expression poétique et vision politique, qui est apparu chez Champion en 2011, qui est un très beau livre et dans une perspective, naturellement, qui n'est pas exactement la nôtre.
d'une façon générale, Deschamps, encore une fois, séduit plus les médiévistes d'aujourd'hui, au premier rang desquels Thierry Lassabataire et du côté littéraire Myrène Lacassagne, des médiévistes qui multiplient sur lui les colloques, les travaux. Il les séduit plus que ceux d'hier, y compris même mon maître Daniel Poirion, le grand spécialiste de la poésie à la fin du Moyen-Âge, qui en a beaucoup parlé, mais enfin, lui aussi, qu'il considérait avec un peu de condescendance. Eustache Deschamps n'a rien d'un poète maudit. On a commencé avec les lépreux, que c'était épouvantable, Rudebeuf, à qui il arrive tous ses malheurs. Lui, il mène auprès des grands une vie de fonctionnaire modeste, mais considéré. Bon. Ce n'est pas un poète maudit. Mais du point de vue de l'humiliation, son sort est pire. C'est le sort d'un homme de cour et d'un poète de circonstance, je l'ai dit, qui a été toute sa vie auprès des grands, Louis d'Orléans, frère du roi, Enguerrand VII de Coucy, les ducs qu'il sollicite, les beaux-oncles, dans la position de l'intime de rang inférieur. Le commensal, le familier qui est de toutes les parties, de toutes les fêtes, peut-être de toutes les débauches, mais qui sait que, quelles que soient les apparences nées de ces circonstances relâchées, nées du ton de libre camaraderie, voire de légère insolence qu'elles autorisent, on l'autorise à tenir cette place, mais cette place est toujours menacée. Il ne doit jamais oublier qu'il est un inférieur, qu'il est perçu comme tel, qu'à tout instant, il peut être chassé comme un valet, s'il déplaît, s'il pousse l'insolence un peu loin, si simplement il lasse et cesse d'amuser. C'est en soi la situation la plus humiliante qui soit, ou en tout cas celle qui entraîne le plus aisément de ces petites humiliations qui sont si douloureuses. Et la poésie d'Eustache Deschamps, qui s'adresse constamment à ses riches protecteurs, ne peut évidemment pas en faire état directement, ce qui est le pire. Non. Mais la fragilité de sa situation et l'humiliation qui s'y attache apparaissent par un détour. Et selon une stratégie qui nous est maintenant familière, le poète se moque le premier de lui-même, ses poèmes fournissent des aliments aux moqueries des autres, et la situation est d'autant pire qu'elle n'est pas dramatique. S'il s'agit d'un lépreux, alors évidemment, il étale sa misère, et qui aura le cœur à ce moment-là de se moquer de lui? Mais un inférieur qu'on emmène en bordée, comme ça, qui est pas très beau, pas très riche, pas très ceci, pas très cela, alors là, c'est pire. Et les traits de sa personnalité et de son identité dont il se moque lui-même et dont il invite les autres à se moquer sont précisément ceux qui le fragilisent dans sa position d'amuseur et de compagnon de ribote. Sa laideur et bien vite son âge. Et le vieillissement et les infirmités qui s'attachent au vieillissement sont désagréables pour tout le monde, et lui sont désagréables comme à tout le monde. Mais il apparaît clairement, à travers certains poèmes, que ce sont des choses qui l'angoissent particulièrement, parce que toujours vieux singe est déplaisant, comme dira Villon, et donc parce que cela l'expose à la situation non seulement la plus humiliante, mais la plus dangereuse pour lui, celle d'éveiller la répulsion, la moquerie, simplement l'éloignement, parce qu'il est un vieux qui veut faire jeune, qui veut s'intégrer au groupe des jeunes, qui a besoin, pour survivre, de s'intégrer au groupe des jeunes, et qui est d'autant plus pitoyable dans cet effort que, justement, son gagne-pain, pour une part, mais au moins sa position sociale en dépendent. Et dans cette œuvre immense, les exemples de cette attitude et de l'angoisse qu'elle trahit et de
l'humiliation inavouable, mais d'autant plus fortement ressentie, qui est liée, sont très nombreux. Et en voici quelques-uns, mais que je glane vraiment au hasard. Donc, 80 000 vers, 11 volumes dans l'édition de la Société des anciens textes français à la fin du XIXe siècle, l'édition faite par le marquis de Queue de Saint-Hilaire sous la surveillance de Gaston Reynaud. Et cette Société des anciens textes français, on voit ce que sont devenues nos études. À la fin du XIXe siècle, la Société des anciens textes français comptait parmi ses membres non seulement les professionnels, mais les professionnels, ça faisait 30 personnes à travers toute l'Europe, mais le tout Paris. Si on regarde la liste des adhérents de cette société dans les années 1890, eh bien, c'est le Monde de Proust et c'est le Bottin mondain. Et de temps en temps, ces amateurs se lançaient à faire une édition pour la Société des textes français, mais ils étaient sévèrement surveillés par Gaston Paris, les vieux maîtres, etc. Maintenant, on s'aplatit devant les mécènes, on serait trop content. On faisait attendre. Et c'est à tel point, donc, une fois que le pauvre marquis de Queue de Saint-Hilaire a fait, sous la surveillance de Gaston Reynaud, les 10 premiers volumes, Gaston Reynaud écrit le volume d'introduction, en somme qui est le 11e, en ne cachant pas que l'édition n'est pas irréprochable. Et lorsque un Rothschild édite aussi en près de 10 volumes le mystère du Vieux Testament, il l'édite à ses frais, c'est lui qui paye l'édition. Mais comme c'est quand même pas tout à fait aussi bien que le reste, on le met sous une reliure d'une couverture d'une couleur un peu différente. Enfin bref. Ça, c'est de l'humiliation, je ne m'y connais pas. Bon, revenons à Deschamps, édité par le marquis de Queue de Saint-Hilaire, Gaston Reynaud. Alors donc, voilà quelques traits, n'est-ce pas, quelques exemples de cette attitude. Sa laideur. Il se proclame le roi des laits. Par exemple, dans la ballade 774, dont le refrain est « Sur tous autres doit être roi des laits », il se décrit sous des traits qui le font ressembler tout à fait au vilain de Calogrenant et à celui d'Aucassin, et volontairement. Et la laideur qu'il exhibe et dont il invite ses nobles compagnons à se moquer est celle qu'on attribue à la classe la plus basse de la société. Et en même temps, comme roi des laits, il règne sur un monde inventé. Si nul homme doit être roi de laidure, pour plus laideur qu'on ne pourrait trouver, être le doigt par raison et droiture, car j'ai le groin comme hure de sanglier, et au singe puis assez ressemblé, j'ai grandes dents et nez camus, les cheveux noirs, par les joues barbues suies, et mes yeux regardant de biais, par le front suie et par le corps velu, sur tous autres doit être roi des laits. Alors, le front velu, il est chauve, d'autre part. Alors, il est chauve, mais il a des poils sur le front. Bref. Et j'ai dès longtemps trop étrange figure, comme un mort me peut-on figurer, donc son surnom est Morel, le Noireau, peinte dessus, je suis marqué de taches, disproportionné, formé sans mesure, cou rond et gros, plus accolé, l'on me doit bien comme roi couronné, je suis courbé et bossu, grêle dessous et épais par-dessus, etc. Enfin bon... etc. De telle forme n'a nul roi au pays, et par ces points déterminés conclus, sur tous autres, il y a une faute, doit être roi des laits, prince, donc je saute une strophe, bon, ça va, prince, nul homme à moi ne se figure, je, souverain, mais retenu fait, donc les retenus, il convoque ses vassaux, en somme, tous états douins séculiers et de cure, donc séculier ecclésiastique, avec des bénéfices ecclésiastiques, sur tous autres doit être roi des laits. Et la ballade suivante est un appel devant les rois des laits, dont le refrain est « Des laits vous veut retenir ». Et pourtant, il ne désespère pas de plaire, c'est qu'il lui faut plaire. Et il plaira donc, faute de mieux, en se peignant laid et en faisant des grâces avec sa laideur. La ballade 792 a pour refrain « Si je suis laid,
si suis-je gracieux. Je suis laid, mais je suis gracieux, enfin je fais des grâces, je suis aimable, etc. En voilà un bout. Et alors, les injures des autres. Chacun me dit, tu es laid garnement, gros visage A, tu es noir et allé, lèvres de con, grande pelle dedans. Il faut rappeler que ce mot con n'avait au Moyen-Âge que son sens physiologique. Ce ne sont pas des lèvres d'imbécile, de toute façon. Enfin bref, je ne sais pas comment il faut se figurer ça. Mais bon. Un gros yeux noir, sourcils tout érupés, tout hérissés. Tu es devant comme saint Paul pelé. Oui, donc il est chauve. Vous savez que on représente toujours saint Paul chauve parce qu'il y a un passage dans les Actes des Apôtres où il dit que dans une certaine circonstance, il s'est rasé la moitié de la tête. Mais tu sais bien faire le précieux. L'or leur répond comme réconforté, ce je suis laid, si suis-je gracieux. Prince, je suis tous les jours attrapé, en votre cour me hachons les cheveux, on m'attrape les cheveux, enfin s'il est chauve, enfin il en reste quelques-uns, mais quant au fort, soyez ascertenés, ce je suis laid, si suis-je gracieux. Alors, voyez les allusions à sa calvitie, elle le tourmente en effet, et il se console en observant qu'il n'est pas le seul. Une consolation. Et la ballade 867, dont le refrain est « Et à tous ceux qui ont peu de cheveux », cette ballade énumère les grands personnages avec qui il partage cette infirmité et dont il se fait le messager pour leur recommander de se couvrir la tête, qui est une façon comme une autre de s'intégrer au groupe. Il y a des grands personnages qui sont chauves. Vous voyez la deuxième strophe. Eustache suit pour les pelés messages. Coucy, donc Enguerrand de Coucy, ce n'est pas rien. Saint-Paul, Angès, Torcy, venez, j'ai des bordes, Briffaut et à outrage, il y a Collard de Tanque déplumé. Hugues Dubois, Moriot sont enrhumés. Coiffe leur faux, et ce, à chacun d'eux, car bonnes sont à entre nous pelés et à tous ceux qui auront peu de cheveux. Les coiffes sont... il faut avoir quelque chose sur la tête, c'est bien quand on est chaud. Bon. Et le pire est que ce n'est pas son physique qui lui nuit. Au premier abord, il plaît, ce je suis laid, si suis-je gracieux, mais plus on le connaît, moins on fait cas de lui. Et le refrain de la ballade 921 est « Plus me voit-on, tant suis-je moins prisé, tant suis-je moins estimé ». Et il précise dans la première strophe « Car en tout cas, suis si fort fortuné qu'au premier coup suis partout honoré, sans ce que j'ai aucune connaissance. Mais plus y suis, et moins est de puissance, et suis de tous, et charni et rusé. » On se moque de moi, je suis raillé de tous. « Dont peut venir sur moi telle déplaisance, plus me voit-on, tant suis-je moins prisé. » Être raillé et repoussé de tous, et charni et rusé de tous, c'est la terreur du poète de cour qui vit de plaire, et c'est la définition même de l'humiliation, accrue en la circonstance par le fait que c'est une fois qu'on le connaît, qu'on le raille et qu'on le repousse, après l'avoir d'abord bien accueilli, comme dit l'autre, c'est un garçon qui gagne à ne pas être connu. Mais le pire du pire, c'est son vieillissement. Et ce sont les infirmités qui s'y attachent. Et la façon dont il s'en moque. Je suis bon astronomien. Je sais bien, c'est-à-dire météorologue en fait. Je sais bien quand il doit pleuvoir. Le dos me fait mal. Goutteux devient. Je suis bon astronomien. Hélas, jamais ne vaudrait rien d'âme pour faire mon devoir. C'est autre. Je suis bon astronomien, je sais bien quand il doit pleuvoir. Donc, il est bon météorologue parce qu'il a ses rhumatismes, mais pour le service des dames, c'est plus ça. Même plainte dans la ballade 865. Enfin, je n'aurai jamais métier de faire le hasselin, jeune homme d'armée, ne de chevaucher, ne d'aller logier à plaindre. Je ne tiens dents de poulain, on le voit bien à ma chair. Vieillesse m'a dit, je te prends, tu porteras ma bannière, etc. Bon,
Alors, bon, la vie délicate qu'il doit mener maintenant, il est fragile, de sorte me faut tôt coucher, bien couvrir, dormir le matin, bonne viande de manger, avoir bon vin et bon pain, pour les grands excès, me plains que j'ai fait ça en arrière, etc. Et puis, femme n'est plus m'est chère pour ce que mon corps est vain. Enfin, il n'y a plus de femme qui m'aime parce que mon corps ne sert plus à rien. Bien c'est quand il doit neiger ou pleuvoir, tout de certains, c'est ce que nous avons vu, etc. Toutes ces infirmités physiques, augmentées d'état moral du grand âge, il a alors 60 ans, la méfiance, la peur de manquer, l'humeur acariâtre, la tendance à louer le passé, blâmer le présent, il les évoque enfin de façon saisissante dans une ballade dont la ballade 1256, dont le refrain est « Ce sont les signes de la mort » que j'aurais dû apporter. Enfin bref, bon, il y en a assez. Donc ce sont les signes de la mort, et là, c'est le vieillissement moral. Il a un mauvais caractère. Mais la plus douloureuse des infirmités, c'est l'impuissance, qui est souvent mentionnée moins discrètement que dans les deux pièces que je viens de citer. Ainsi, dans la ballade 1105, dont le refrain est « Ce juste mon vite d'Orléans, si j'avais mon vite d'Orléans ». Non pas que les Orléanais soient mieux équipés que les autres, mais Eustache Deschamps avait été, on s'en souvient, étudiant à Orléans. Donc c'est celui que j'avais quand j'étais étudiant. Pièce que je devrais passer entièrement sous silence, et dont je ne cite que la troisième strophe, où l'humiliation liée à la situation est explicite au vers antépénultième de la strophe, probablement fantasmatique. Ce juste mon vide d'Orléans qui, grand fut et raide emmanché, gros et nerveux, on dirait bienvenue et bien hôtelé en main lieu, on fait à savoir qu'il est muet, qu'il est changé de rouge en noir, pâle et déteint, sans lui dressier. Il ne me sert mais que de pisser, dont je suis hué comme un chien. Par Dieu, encore fût-ce escolier, ce juste mon fils d'Orléans. Et même déploration dans une ballade dont le refrain est « On commet homme, n'eût si faible mais rien ». Mais rien, c'est une poutre, jamais homme, n'eût si faible poutre. Dans la ballade 1226, refrain « Je ne peux la queue mouvoir », qui ont la particularité d'être des ballades macaroniques farcies de latin. Enfin, voici la première strophe et l'envoi de 1226. Tant comme je me pus esmouchier, escrimer des cymbalis cliquentibus, avec mes cymbales cliquetantes, n'est-ce pas? Mais c'est assez audacieux parce que c'est tiré des psaumes, ça. Louer le Seigneur sur les cymbales retentissantes, etc. Je fus des dames tenues chères, mes semper, il faudrait dû le mettre en italique, prosequentibus, elles me poursuivaient tout le temps. Or suis des dormientibus, vieux goûteux qui n'aient plus pouvoir d'être cum mulieribus, je ne peux la queue mouvoir. Et l'envoi, prince, je suis enervatus, et plus de nerfs, et in opprobrium datus, et livré à l'opprobre pour ce métier, car main et soir m'enduelt, je s'ouvre le dos, jambes latus, corporisque mei status, et tout l'état de mon corps, je ne peux la queue mouvoir. Et encore une autre dont le refrain est par défaut de bon vite avoir. Enfin, c'est sans fin, c'est une lamentation sur ce thème. Bon. Donc, c'est quelque chose, enfin bon, vous me direz, j'insiste avec une complaisance choquante là-dessus, c'est vrai. Je bats ma culpe, mais je prépare ma conclusion qui est que, en fait, toute humiliation est sexuelle, en fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'inverserai, je serai obligé de beaucoup comprimer la fin, mais je dirais pourquoi j'inverserai les deux derniers développements que je ferai. Et il faudrait passer naturellement de Deschamps à Villon, qui semble d'ailleurs se souvenir parfois de lui. Par exemple, les regrets de la belle Aumière ressemblent à Vetula sum sine muneribus de Deschamps. Mais le temps nous manque. Je rappelle seulement les quelques vers du Testament où tout est dit, et dit vraiment à la manière de Deschamps. Le vers que je citais tout à l'heure. Toujours vieux singe est déplaisant,
Mou ne fait qui ne déplaise. Toutes les grimaces qu'il fait lui déplaisent. S'il se tait afin qu'il complaise, il est tenu pour folle recrue. S'il se tait pour plaire, en autre, on le tient pour gâteux. S'il parle, on lui dit qu'il se taise et qu'en son prunier n'a pas cru. S'il parle, on lui dit de se taire et que ce qu'il dit n'est pas de lui. Et il faut surtout rappeler que le testament de Villon tout entier naît d'une humiliation, celle subie par Villon sous la main Thibaut d'Aussigny, comme il dit, dans la dure prison de Mehun. Il a été arrêté sur les terres de l'évêque d'Orléans, Thibaut d'Aussigny, gardé un été en prison, torturé, etc., humilié de toutes les façons, et c'est la rage de cet épisode qui détermine le testament. Et toute la première partie du poème, celle qui est marquée du sceau du génie, la seule que tout le monde connaisse vraiment, est une longue digression à partir d'une phrase interrompue dès le vers 5 et qui ne sera jamais achevée. Phrase interrompue sous le coup de la rage et de l'humiliation du poète au souvenir de ce que lui a fait subir l'évêque d'Orléans. Ça commence comme commençait le lait, le poème précédent, en imitant les phrases, le style d'un véritable testament. Au temps de mon 30e âge, que toute mes hontes j'eus bu, ne du tout folle, ne du tout sage, nonobstant maintes peines eue. Et à ce moment-là, il repense à ces peines eues, lesquelles j'ai toutes reçues sous la main de Thibaut d'Aussigny, si évêque il est, saignant les rues, s'il est évêque, bénissant les rues, qu'il soit le mien, je le renie, mon Seigneur n'est de mon évêque, sous lui ne tient, si n'est en friche, foi ne lui doit hommage avec, je ne suis son cerf, ni sa biche, puma d'une petite miche et de froid d'eau tout un été, large ou étroit, motte me fut chiche, tel lui soit Dieu qu'il m'a été, etc. Et pendant les 350 premiers vers, on continue comme ça, et la phrase « en l'an de mon 30e âge, nonobstant maintes peines eue », qui devrait se continuer par « en l'an de mon 30e âge, j'ai décidé de faire mon testament », quelque chose comme ça, s'arrête. Il y a cette relative, lesquelles j'ai toutes reçues sous l'évêque Thibaut d'Aussigny, puis c'est fini. On ne retrouvera plus jamais le fil de la phrase. Et donc ce souvenir est si vif qu'il lui fait oublier pendant plusieurs centaines de vers admirables, ceux qui font sa gloire, le cadre du testament au profit d'un retour, d'un ressassement de sa vie, de ses malheurs, des autres humiliations qu'il a subies. Retour permanent sur l'humiliation, plus clairement, ce qu'a été la torture. Dieu merci, et t'as que Thibaut qui tant d'eau froide m'a fait boire. Et la suite avec l'assimilation insultante de l'évêque d'Aussigny à cet homosexuel. L'évêque d'Aussigny s'appelle Thibaut d'Aussigny, donc il l'appelle Tac Thibaut. Tac Thibaut était le mignon du duc de Berry. Humiliation, et d'ailleurs depuis le début, il y a des allusions à l'homosexualité supposée de l'évêque, n'est-ce pas ? Je ne suis son serf. SERF, son servier, son esclave, son paysan, ni sa biche, continue-t-il, en prenant serre dans l'autre monde. Et quand il est qu'il soit généreux ou avare, il a été très chiche avec moi, il le dit sous la forme large ou étroit, mout me fut chiche, qui probablement a un sens. Humiliation de la misère et de ce que nous appellerions aujourd'hui l'exclusion, subie par lui comme par ses compagnes de Galles. Ça vous parle, compagnes de Galles, mal de l'âme et bien du corps. Gardez-vous tous de ce moal qui noircit les gens quand ils sont morts, etc. Humiliation de la vieillesse liée comme chez Deschamps, à l'impuissance sexuelle, en imbécile, j'ai oublié Villon, et avec immédiatement après le pendant féminin que sont
les regrets de la belle Aumière, parvenue à l'état de vieillesse, qui a vécu de ce corps charmant, qui séduisait les hommes avec ce corps, et qui le décrit dans l'état où il est maintenant, avec Mamelle quoi, toute retraite, autant les cuisses que les traites. Quant aux cuisses, mon cuisses ne sont plus, mais cuissettes grivelées, tachées comme des saucisses. Quand du sadinet, elle avait écrit ce sadinet assis sur grosse ferme cuisse, dedans son petit jardinet. Ensuite, elle ne le décrit même pas quand du sadinet fit. Et non. Humiliation et dégradation auxquelles s'expose inévitablement celui qui aime, et humiliation et dégradation qu'a subi le poète par la trahison d'une femme. Les souffrances et les humiliations de l'amour sont ainsi liées en sa personne à celle de l'arrestation et de la torture. C'est ce qu'on voit dans la double ballade de vers 625-672, dont le refrain est « Bienheureux est qui rien n'y a ». Il est bien heureux celui qui n'a rien à voir avec l'amour. Folles amours font les gens bêtes, Salomon en idolâtria, Samson en perdit ses lunettes, évidemment on lui a crevé les yeux, on retrouve ce que disait Jean-Marie Fritz, bien heureux qui rien n'y a, David le roi, sage prophète, crainte de Dieu en oublia, voyons laver cuisse bien faite, etc. Et ensuite il en vient à lui-même. De moi, pauvre, je veuille parler, j'en fus battu comme à Rutelle, tout nu, je ne le quiercelai, qui me fit mâcher ses groseilles, fort Catherine de Vaucelles. Et de moi, pauvre que je veux parler, j'en ai été battu, comme les toiles au ruisseau, donc les toiles battues par les lavandières, avec le battoir, comme des toiles au ruisseau, tout nu. Je ne cherche pas à le cacher. Qui m'a fait mâcher ses groseilles, sinon Catherine de Vaucelles? On ne sait pas trop qui est Catherine de Vaucelles. Négativement, mâcher ses groseilles, on suppose qu'il peut s'agir qu'on peut être battu par des verges de groseilliers, qui sont maintenant des badines souples. Est-ce que c'est l'acidité des groseilles et que ça correspond à des vertes et des pas mûres? Enfin, on ne sait pas trop. Mais enfin, en tout cas, ce n'est pas agréable, et c'est cette Catherine de Vaucelles qui lui a fait subir cela. Donc, le Testament est un poème, encore une fois, né sous le coup de l'humiliation et qui se veut une réponse à l'humiliation. Même quand la grande digression rageuse du début est terminée, la succession des legs n'est qu'un perpétuel ressassement des humiliations et des outrages subis par le poète. Chacun d'eux, chaque legs, ces legs imaginaires, ces legs grotesques, chacun se veut une vengeance amère et impuissante. Il lègue les choses les plus imaginaires, les plus désagréables, les plus ridicules possibles à ceux qui l'ont tourmenté. Chaque légataire est haï par Villon pour ce qu'il lui a fait subir, et même les souvenirs d'amour sont des souvenirs d'humiliation. Au fond, le testament de Villon est analogue au congé d'Arras, mais le vrai poème de l'humiliation, c'est lui. De même que le poète lépreux prend successivement congé de tous ses amis, de même, Villon prend successivement congé de tous ceux qui lui ont fait du mal, et surtout qui l'ont outragé. Le poète lépreux exprime directement son humiliation, où il cherche un profit spirituel, qu'il cherche à métamorphoser en profit spirituel. Villon ne fait sentir son humiliation qu'indirectement, on la devine en creux à la mesure de sa rage. Et c'est toujours ainsi que se manifeste l'humiliation quand elle est intolérable au point de l'indicible. Celui qui l'a dit n'est pas vraiment humilié.
Celui qui est vraiment humilié, c'est celui qui ne la dit pas. Et finalement, Deschamps, qui a mené une vie confortable et agréable en buvant et en courant le guilledot avec le duc d'Orléans, ne le dit pas. Mais on le sent. Villon, qui a mené une vie misérable, qui a été emprisonné, condamné à mort, mais qui en même temps... On ne sait pas trop, il a pris ses grades universitaires tout à fait normalement, il a laissé un poème dans l'album de Blois de Charles d'Orléans, donc, c'est-à-dire que quand il est passé par Blois, il a été reçu, parce qu'il y a tout un mystère, enfin bref. Villon est quelqu'un qui à la fois déborde d'une humiliation qu'il ne contient pas et qu'ensuite il exprime par toutes sortes de détours. Je pensais terminer ce cours en parlant d'abord de l'humiliation amoureuse et sexuelle, puisque nous la rencontrons à tout instant, puis, pour conclure, de l'humiliation chevaleresque, puisque c'est à elle que l'on pense d'abord quand on parle de l'humiliation au Moyen-Âge, et puisque la première figure qui se présente à l'esprit quand on parle de l'humiliation, c'est celle du chevalier de la charrette. Et nous aurions ainsi rejoint, pour finir, la constatation qui a été notre point de départ, une société de l'honneur avec une religion de l'humilité et de l'humiliation. Nous aurions ainsi, d'une certaine façon, terminé par l'essentiel, parce que si c'est l'idéologie chevaleresque qui fait de la société médiévale une société de l'honneur, la conséquence en est que l'humiliation chevaleresque est au Moyen-Âge la première et la principale humiliation. Nous aurions donc dû en traiter d'abord et en détail. Je me suis contenté d'en présenter d'emblée les données élémentaires et je l'aurais présenté d'abord en détail s'il n'avait pas été nécessaire, si nous nous reportons sur l'ensemble du cours sur les 2 années, d'introduire immédiatement l'élément de complexité qu'est l'humilité chrétienne et que sont la combinaison d'humilité et d'humiliation chrétienne. Mais, après avoir circulé de façon superficielle, particulièrement superficielle et lamentable aujourd'hui, je rougis rétrospectivement de ce que je vous ai infligé, mais enfin, cependant, par moi assez attentive au texte, ou aussi attentive que j'ai pu, à travers des textes variés, appartenant à diverses époques du Moyen-Âge. Nous avons vu des textes du XIIe au XVe siècle, en langue d'Oïl, en Languedoc, en latin, relevant de formes et de conventions littéraires diverses, des romans arthuriens ou non arthuriens, des récits édifiants, des contes religieux, des miracles, des chansons et des pièces lyriques, des dies à caractère personnel, des poèmes à forme fixe. Donc, après avoir eu sous les yeux cet éventail de textes, il nous est apparu, il m'apparaît de plus en plus clairement ce que j'aurais dû savoir dès le début et que je disais il y a un instant. Ce qui détermine l'humiliation de façon à la fois plus générale, plus profonde, plus essentielle que les lois de l'exclusion et de la flétrissure sociale, ce qui sous-tend ces lois mêmes, ce qu'exploite ces lois, ce qu'utilise ces lois mêmes, c'est le sexe. Dans l'humiliation, c'est lui qui est premier, c'est à lui qu'elle est fondamentalement liée. Et c'est pourquoi, puisque ma perpétuelle mauvaise organisation me contraint à passer très vite pour finir sur ce qui aurait probablement dû être l'essentiel et à n'en faire que la conclusion, au moins de la partie du cours que je fais à Paris, parce que c'est des questions dont je traiterai en délocalisant le reste du cours, je dis d'abord, contrairement à mon intention première, quelques mots de l'humiliation chevaleresque et je terminerai sur l'humiliation liée à l'amour, à l'érotisme et à la sexualité.
Prise en elle-même, l'humiliation chevaleresque est la plus simple et la moins énigmatique. Ce sont surtout ses modalités qui prêtent à l'analyse au regard de l'histoire et au regard du droit. Du point de vue de son expression littéraire, ce qui l'enrichit, si l'on ose dire, c'est d'être lié à des circonstances particulières, compliquées et comme brouillées par la valorisation de l'humiliation chrétienne, combinée à d'autres formes de l'humiliation, celles que nous avons vues jusqu'ici. Nous avons vu, et ça je ne fais que le ramener, nous avons vu ces règles du code de l'honneur et du déshonneur, des peines infamantes ou non infamantes. Nous avons vu combien ce code est important au Moyen-Âge, mais aussi combien il varie. Il y a des peines qui sont infamantes en France et qui ne sont pas en Angleterre, ou l'inverse. Il y a des subtilités dans la pratique de la pendaison ou de la décapitation qui font qu'elles sont honorables ou ne le sont pas. En France, il est toujours infamant d'être pendu. En Angleterre, on peut être pendu honorablement, mais c'est ce qu'on fait du corps ensuite qui détermine le châtiment. Il y a dans un pays, il est honorable d'être décapité à l'épée, infamant d'être décapité à la hache. Dans l'autre, on peut vous décapiter à la hache, c'est parfaitement honorable, etc. Nous avons vu l'utilisation de ce code, j'en avais parlé, et Nicole Berru en a reparlé, d'ailleurs ma science venait d'elle, dans ces sermons du maître parisien Ranulf de la Houblonnière, qui dit que l'humiliation du Christ, c'est la hachée, la amiskara, donc ce châtiment d'origine germanique qui est une sorte d'exhibition en contraignant le condamné à porter un objet. Et alors, c'est le déshonneur absolu de porter cet objet. En particulier, une selle. Alors, probablement parce qu'il est comme un âne batté. Bon, alors, on le promène dans les rues avec une selle, c'est affreux. Et alors, le Christ a subi la hachée. Ou la comparaison chez Ranulf de la Houblonnière au Christ, dans un dimanche des rameaux, où il y a à la fois le court évangile de l'entrée messianique du Christ à Jérusalem et la longue lecture de la Passion, qui à l'époque c'était toujours la version de saint Matthieu, le dimanche des rameaux. Ranulf de la Houblonnière dit, eh bien, on voit là le Christ qui arrive comme un chevalier tournoyeur qui arrive au tournoi entouré des vivats et accompagné de musique, des tambourins, des trompettes, enfin des flûtes, tu vois, et qui s'en retourne ensuite honteusement et sous les huées une fois qu'il a été battu. Donc, rien d'étonnant à ce que la conviction que la honte doit être évitée à tout prix soit présente dans un très grand nombre, presque dans toutes les chansons de geste, tous les romans. Ce désir d'éviter la honte est très souvent le ressort de l'action et des passions. Pensez au jeune Vivien dans le cycle de Guillaume d'Orange, que son oncle Guillaume d'Orange trouve mourant sur le champ de bataille de l'Archant ou des Aliscamps, et il se confesse, il n'y a pas de prêtre, il se confesse à son oncle qui a du pain béni dans son aumônière qu'il commis avec, et il a commis un seul péché, c'est qu'il avait fait vœu de ne pas reculer au combat. Et sous le premier choc, il a reculé de la longueur d'une demi-lance. Et il est poursuivi par cette honte à l'heure de sa mort. Et si on consulte, on pourrait commenter chaque passage, mais je n'ai naturellement pas le temps de le faire, si on consulte l'index des motifs narratifs dans les romans arthuriens français en vers des XIIe et XIIIe siècles d'Agneta Guéraud-Jalabert, il ne s'agit que des romans arthuriens,
pas des chansons de geste, pas les œuvres qui sont le plus centrées sur ces questions, eh bien, on trouve, c'est un répertoire qui est fait, enfin, ce qui est très astucieux, qui en même temps a été discuté, mais enfin, c'est très bien, en suivant le répertoire de Steve Thompson, du Motif Index of the Folk Tale. Donc, il y a une entrée de Steve Thompson qui est J227.2, mort préféré au déshonneur. Alors, Anita Guerreau a répertorié et on trouve des références à 35 épisodes dans 18 romans. Et j'aurais pu consacrer le cours simplement à la lecture et aux commentaires de ces passages. Mais des œuvres littéraires les plus importantes et les plus illustres du Moyen-Âge français mettent particulièrement en scène l'humiliation d'un chevalier et lui accordent, dans des contextes très différents, une extrême importance. Et vous me pardonnerez de ne prendre comme exemple que ce que tout le monde connaît, c'est naturellement la chanson de Roland et le chevalier de la Charrette. Dans la chanson de Roland, la trahison de Ganelon n'en est pas vraiment une, comme il le fera d'ailleurs valoir au moment de son procès, et valoir avec succès, puisque les juges, que sont les barons de Charlemagne, se rangeront à son avis et qu'il fera une sorte de coup de force pour imposer un duel judiciaire aléatoire, donc, et dont le champion de Ganelon ou le champion de Ganelon sera vaincu. Donc ce n'est pas vraiment une trahison, mais c'est une sorte de pari psychologique sur le caractère de Roland auquel l'oppose une haine personnelle et dont il veut se venger. Voilà. Roland, il en veut à Roland, nous allons voir parce que Roland l'a humilié, et du coup, ambassadeur auprès de Marsile, il dit simplement à Marsile, attaquez Charlemagne quand il repassera les Pyrénées, je m'arrangerai pour que Roland soit nommé chef de l'arrière-garde, et comme il est très orgueilleux, il n'appellera pas au secours, ou pas au secours à temps, et vous le tuerez. Donc, c'est une trahison si on veut, mais enfin, il faut que ça marche, il faut qu'il arrive à faire nommer Roland à l'arrière-garde. Roland pourrait être assez malin, comme lui conseillait Olivier, pour appeler au secours à temps, enfin, bon, etc. Donc, voilà, bon. Mais pourquoi, donc il dit lors de son procès, c'est une vengeance personnelle et un feud entre barons, ce qui est parfaitement autorisé. Alors, je m'en suis pris à Roland, mais pas du tout à l'empereur. Et le raisonnement est pour essayer de faire condamner Ganelon, Charlemagne sera obligé de dire oui, mais Roland m'était tellement proche et Roland et les pairs m'étaient tellement utiles que s'en prendre à eux, c'était s'en prendre à moi. Bon. Donc, la situation n'est pas si claire. Mais pourquoi Ganelon veut-il se venger et de quoi veut-il se venger? Il veut se venger parce qu'il a été humilié par Roland. Donc, c'est le sujet de la chanson de Roland, c'est l'humiliation de Ganelon. Et il a été humilié comment et pourquoi? Parce que l'empereur préfère Roland et les 12 pairs à Ganelon et qu'il les fait passer à la fois protocolairement et affectivement avant Ganelon, alors que Ganelon est tout de même le beau-frère de l'empereur, puisqu'il a épousé sa sœur. Et où voit-on cette préférence? On la voit dans la scène de la désignation de l'ambassadeur auprès de Marsile, qui est pour ça d'une extrême importance et dont les critiques les savants qui depuis très longtemps ont étudié le texte, Joseph Bédier, Ramon Menendez-Pidal, mon maître Pierre Le Gentil, ont eu raison, ces savants ont eu raison d'étudier cette scène de très très près, en arrivant d'ailleurs à des conclusions différentes, et de l'étudier dans les différentes versions. Parce que vous savez que la chanson de Roland est une œuvre donc conservée dans plusieurs manuscrits, et à la fois c'est la même œuvre et une autre œuvre, parce que les dimensions varient du simple au triple ou au quadruple, et il n'y a pas
probablement pas un seul vers qui soit exactement identique dans deux manuscrits. Et pourtant, c'est la même œuvre, donc c'est une œuvre dont la circulation est extrêmement importante, et c'est quelque chose qui a été étudié admirablement par Cesare Segre et par d'autres. Et non seulement Ganelon est humilié de la sorte, mais Roland insiste par son comportement insultant, insolent, et par son rire qui est réellement une insulte. Et à cette humiliation initiale, sans laquelle Ganelon n'aurait pas trahi, Marsile envoie des messagers, alors c'est une fin de la part de Marsile, Marsile envoie des messagers pour demander la paix. En réalité, il veut que Charlemagne rentre chez lui avec des otages, il est prêt à sacrifier les otages, il veut qu'il s'en aille, sinon Saragosse sera prise. Et la question est de savoir s'il faut accepter les propositions de Marsile ou non. Roland dit non, souvenez-vous de ses trahisons antérieures, à la façon dont il a tué Basile et son frère Bazan, etc. Ganelon dit si, il faut accepter les propositions de Marsile. Et Charlemagne suit le conseil de Ganelon. Donc Ganelon est dans une situation favorable, c'est un personnage très important, et au conseil, c'est son avis qui prévaut. Donc l'humiliation qu'il subit n'est pas une humiliation avouée, reconnue, c'est une humiliation sournoise. C'est son avis qui est suivi, mais au fond, ce n'est pas lui le personnage important. Et à cette humiliation sournoise répond à la fin du poème l'humiliation évidente, brutale, à laquelle on le soumet volontairement lorsqu'il est arrêté et accusé au moment du désastre de Roncevaux. Humiliation plus spectaculaire, mais moins cuisante. Nous avons vu que, et je disais dès le début, que s'agissant de l'humiliation, les piqûres sont pires que les blessures. Ganelon, livré au garçon de cuisine qui l'outrage, qui lui arrache sa moustache, etc., puis traduit en jugement, peut protester de son innocence, une innocence qu'encore une fois la majorité des barons est prête à reconnaître, alors que lors de la désignation de l'ambassadeur, il ne peut même pas nommer l'humiliation qu'il subit. Elle est trop détournée, ou la nommer serait reconnaître son infériorité. Et alors, cette question est tellement importante qu'elle entraîne, enfin, qu'on peut supposer que c'est elle qui entraîne une divergence justement entre les versions, entre le manuscrit d'Oxford, quand nous disons la chanson de Roland, c'est ce manuscrit-là, le plus ancien, le plus court, le plus beau, la précellence d'Oxford, disait Bédier, mais enfin, c'est vrai, quoi qu'on en dise. Bon. Entre O et à côté de lui, la version la plus importante, et qui est la plus ancienne après lui, celle du manuscrit désigné comme V4, manuscrit de Venise. Voilà. L'une des grandes différences, c'est que vous savez, il est décidé qu'on enverra un ambassadeur à Marseille. Donc, on est prêt à négocier, à accepter sa proposition. Charlemagne demande qui enverrons-nous ? Et il récuse successivement tous ceux qui se présentent. Le duc Nème, son vieux conseiller dont il a besoin, l'archevêque Turpin, Roland qui se propose tout de suite, mais il le renvoie sèchement, de façon désobligeante. Je ne veux pas en entendre parler, ni vous, ni les 12 pairs. Et puis, Roland propose Ganelon, et Ganelon est désigné. Et ils se mettent en colère. Ils se mettent en colère, d'ailleurs, de façon mêlée. Officiellement, sa colère est pour dire « on m'envoie à la mort », ce qui est illogique, puisqu'il avait dit « Marseille est de bonne foi, il faut accepter sa proposition ». Mais derrière, il y a l'autre raison
et qu'il dit aussi, qui est qu'il se sent outragé par Roland. Bon. Dans la vieille version d'Oxford, la colère de Ganelon précède sa désignation comme ambassadeur par le Charlemagne. Il y a un moment où tout le monde discute, on dit Ganelon, bon, et Charlemagne ne dit rien. Voilà. Et Roland dit ce sera Ganelon, mon parâtre. Ganelon se met en colère. Bon. Et puis ensuite, Charlemagne le désigne comme ambassadeur. Dans la version de V4, Roland propose Ganelon, l'empereur désigne Ganelon, Ganelon se met en colère. C'est un ordre qui est plus logique, comme Ramon Menéndez Pidal l'avait souligné. Ganelon n'a pas à se mettre en colère avant d'avoir été désigné. C'est d'une extrême maladresse vis-à-vis de l'empereur qui n'a encore rien dit. Il pourrait dire non, pas moi, ou faire valoir des raisons auprès de l'empereur, etc. On est en train, c'est le conseil. On expose des raisons devant l'empereur. Bon. Mais la supériorité que Bédier voyait dans la succession déconcertante des événements de haut est bien réelle. Et c'est cette succession qui permet de comprendre le conflit d'amour-propre entre Roland et Ganelon et l'humiliation que la scène inflige à Ganelon. Parce que le poète d'Oxford, Turold, si c'était Turold ou pas Turold, voit que le simple fait que Roland désigne ou propose Ganelon alors que l'empereur vient de le récuser lui-même Roland, ainsi que Nème, Turpin, Olivier et tous les pairs, et ce dernier détail que tous les pairs sont récusés en même temps que Roland est propre à Oxford et montre que le poète est conscient de ce qu'il fait, cela seul est insultant pour Ganelon. Parce que ce que le poète a vu, c'est que Roland, en proposant Ganelon, dit puisque vous ne voulez pas risquer la vie des gens importants et auxquels vous tenez, on n'a qu'à envoyer Ganelon. Donc Ganelon, dans cette version, est dans une situation apparemment flatteuse. Il est le seul au début à s'opposer à Roland alors que l'empereur hésite et que les Français se taisent pour savoir si on accepte ou une proposition, c'est son point de vue qui l'emporte. Il a de l'autorité et de la prestance. Tout le monde admire sa beauté, nous le verrons la prochaine fois. Tout le monde juge qu'il fera un excellent ambassadeur, mais en fait, il est dans une situation humiliante, d'où une colère qui donne l'impression d'être prématurée puisqu'elle anticipe sur la décision de Charlemagne, mais qui arrive au moment où, effectivement, les propos de Roland l'ont déclenché. Si elle arrive après coup, c'est du réchauffé. C'est ça qu'il a déclenché. Et c'est cela que nous verrons, pas très en détail, parce qu'il faut que je boucle la semaine prochaine. Tout ça est lamentable. Mais enfin, un tout petit peu plus, tout de même, nous verrons un peu ces laisses magnifiques. Je vous remercie et dans un instant, Madame Monique Trédé. Mais nous prenons 5 minutes de pause.